It's news hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, the National Union for Democracy and Progress has officially named Maigari Bello Buba as its candidate. Well, the decision came today from the party's Central Committee meeting at the Yaoundé Convention Center. Details will be yours tonight. In sports, Unisport de Bafanga off to the Elite One Championship after 7 years in Elite 2. Frankie Douasiga's 9th goal of the playoff inspired their return following a 1-0 win over Atlantique de Kribi. These stories and many more will be yours tonight. Ladies and gentlemen, welcome once again. Tonight's news opens in the French language with you, Makadali D. Good evening. Bonsoir, Ouni Ladonnette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Présidentielle 2025, Bello Buba Maigari, candidat. Il est le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Il a été désigné par les membres du comité central du parti au cours d'une réunion qui s'est tenue ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. L'homme politique, également ministre du Tourisme, est revenu sur les raisons de sa candidature. Compte rendu, Olivier Bouziqueux et Thierry On. Les directeurs ont délibéré et nous sommes arrivés à la conclusion que notre parti présentera son candidat à l'élection présidentielle. J'ai accepté la proposition, je suis désormais le candidat à l'élection. C'est l'annonce majeure de cette réunion du comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Candidat à la présidentielle de 2025, Maigari Bello Buba explique qu'il s'agit d'une décision conforme au texte du parti. Notre grand parti a toujours fonctionné conformément aux dispositions de ces statuts qui prévoient qu'à chaque élection, l'organe dirigeant qui s'appelle le comité central soit convoqué pour délibérer et investir les candidats à chaque. Est-ce la rupture de l'alliance historique avec le parti au pouvoir? L'homme politique semble indécis. Pouvez-vous me citer une disposition de la plateforme qui demande à l'UNDP de renoncer à ses droits consacrés par la Constitution qui dit que les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Les partis politiques, quels qu'ils soient, sont libres de participer à toutes les élections. Retenez que désormais je suis candidat à l'élection présidentielle et c'est le corps électoral, l'électorat qui va décider. Aucune clarification également sur sa démission du gouvernement. Pour l'heure, le ministre du Tourisme et des Loisirs appelle juste ses militants à la mobilisation. Nous sommes un parti, nous sommes représentés au niveau des collectivités décentralisées, les communes, nous sommes au niveau des assemblées régionales, nous avons, et ce n'est pas la première fois que l'UNDP participe à une élection présidentielle. Cette sortie intervient quelques jours après la démission de Issa Thiro Mabakari du gouvernement. Le président du FSNC, parti également allié au RDPC, est aussi candidat à la présidentielle de 2025. De la réunion du comité central de l'UNDP, le président du parti a donné une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il s'est exprimé sur les grandes décisions prises au cours des travaux. Voici l'essentiel à retenir dans cet extrait sélectionné par la rédaction. En vous remerciant d'être si nombreux à avoir assisté pour témoigner, notre parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, a été convié à prendre ces décisions en ce qui concerne l'échéance de l'élection présidentielle prévue dans notre pays au mois d'octobre prochain. Après les délibérations, les prises de position, il m'a été demandé de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il m'a été demandé de me présenter ce que beaucoup de
militants de notre parti depuis l'année dernière me demandaient, à l'appel des différents intervenants, avec l'approbation de l'organe compétent, le comité central, j'ai accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Ce n'est que désormais je suis candidat à l'élection présidentielle et c'est le corps électoral, l'électorat qui va décider. Et la plateforme? Vous n'avez jamais lu cette plateforme? Vous êtes acheté une plateforme avec... Oui, je l'ai. Oui, et pouvez-vous me citer une disposition de la plateforme qui demande à l'UNDP de renoncer à ses droits consacrés par la Constitution qui dit que les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Les partis politiques, quels qu'ils soient, sont libres de participer à toutes les élections, soit en éduquant leurs compatriotes, leurs militants, soit en participant à chaque élection avec ses candidats. C'est ce que l'UNDP a toujours fait depuis le retour du multipartisme dans notre pays. Et si vous regardez justement la représentation de l'UNDP dans les différentes institutions, qu'elles soient nationales ou de collectivités décentralisées, vous comprendrez bien que l'UNDP n'a jamais manqué de participer à une élection quand, à l'analyse du contexte du moment, il a décidé de participer. Nous sommes un parti, nous sommes représentés au niveau des collectivités décentralisées, les communes, nous sommes au niveau des assemblées régionales, nous avons, et ce n'est pas la première fois que l'UNDP participe à une élection présidentielle. La première élection présidentielle organisée en 1992, l'UNDP était représentée et j'avais eu l'honneur également d'être le candidat du parti. Donc aujourd'hui, ça ne devrait étonner personne. Une note d'économie avant de poursuivre ce journal. Le docteur Georges Elombi vient d'être porté à la tête de la présidence de la Banque africaine d'import-export à Abuja, c'est au Nigeria. La désignation de ce Camerounais s'est faite par vote au cours du conseil d'administration qui s'est achevé il y a peu. Docteur Georges Elombi remplace à ce poste le Nigérian professeur Bénédicte Orama, arrivé en fin de mandat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Protection des enfants, la délégation des parlementaires marocains en séjour au Cameroun s'est rendue au village d'enfants de Balmayo dans le centre. Visite du site et partage d'expériences marocaines en matière d'assistance aux personnes démunies ont meublé cette descente sur le terrain. Nos reporters Olivier Bouziqueux et Thierry On y étaient également. Après sa participation au Parlement des enfants jeudi dernier à l'Assemblée nationale, la délégation marocaine a mis le cap sur Balmayo. Objectif, visiter le village d'enfants SOS de la ville éponyme. Il s'agit d'un programme qui offre un foyer familial à des enfants qui ont perdu leurs parents au risque de les perdre, implanté en Balmayo depuis 1998 et à Douala en 2007. Des programmes similaires existent au Maroc au profit des familles et personnes vulnérables. C'est une excellente institution qui permet à des enfants qui n'ont pas de parents ou qui ont des parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux d'être pris en charge. Donc nous saluons ce travail qui est très important pour les droits des enfants. C'est dans le cadre, comme je l'ai dit, de la coopération qu'il y ait un échange d'expertise. Aujourd'hui, nous proposons, en tant qu'observatoire présidé par son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam, de délivrer gratuitement, bien sûr, des formations à tous les professionnels qui sont comme nous, engagés pour les droits des enfants et qui sont dans cette institution. Point marquant de la visite, cet échange poignant entre les hôtes et les enfants.
Des anecdotes, des expériences vécues sont partagées de part et d'autre, trempées d'émotions fortes. Dans un témoignage émouvant sur son parcours, Abir Boukataya, députée junior marocaine, donne espoir de réussite à ses camarades camerounais. Ensuite, Panji Ito Eberi Ikombe, secrétaire général du ministère des Affaires sociales, et Ghislaine Benjeloun, vice-présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant du Maroc, procèdent en toute convivialité à un échange de cadeaux avant la visite complète de l'infrastructure. La délégation marocaine découvre les mesures d'encadrement des enfants et les moyens mis à leur disposition par les pouvoirs publics camerounais pour leur éducation et leur insertion sociale. Un modèle d'inclusion sociale qui sert d'inspiration à la conclusion de cette visite amicale. Et cette visite faisait suite à l'audience accordée jeudi dernier à Yaoundé par la ministre de la Promotion et de la Femme et de la Famille à cette délégation de l'Observatoire national des droits de l'enfant du Maroc sous la conduite de sa vice-présidente Ghislaine Benjeloun. Il était question d'échanger avec Marie-Thérèse Ondoa sur la coopération actuelle et les perspectives entre nos deux pays en matière de la protection des enfants, de la femme et de la famille dans la société africaine. Cette audience intervenait à la suite de la participation de la délégation marocaine au Parlement des enfants. On poursuit ce journal. Le réseau des communicants Énergie, Mines, Hydrocarbures vient de projeter à Douala un documentaire intitulé Énergie, le temps des femmes. À travers ce documentaire, le réseau veut mettre en exergue le travail des femmes dans le secteur des hydrocarbures. Reportage. Le 5 mai 2004, nous avons commencé une carrière à la caisse de stabilisation des hydrocarbures. Mettre en lumière les femmes qui exercent dans le secteur des hydrocarbures, c'est l'objectif du documentaire intitulé Énergie, le temps des femmes. Un documentaire produit par le réseau des communicants Énergie, Mines, Hydrocarbures. Très peu de gens savent que les femmes ont pris véritablement les choses en main dans le secteur de l'énergie. Donc ce projet était ambitionné véritablement de les mettre en lumière et de montrer ce qu'elles ont déjà fait, de montrer ce qu'elles sont capables de faire et de dresser, n'est-ce pas, en fait, des perspectives. Et dans ce domaine, elles ont des choses à dire, elles ont des choses à montrer. Et le film, le bout de film que nous avons vu ce soir n'est qu'une petite illustration de leur potentiel. Donc ce film nous a véritablement permis de voir que les femmes ont occupé et occupent de manière déterminante le secteur de l'énergie. Et elles le font vraiment avec efficacité. Donc c'était ça. D'autant plus que c'est une femme, Véronique Mwampeya Mbio, qui est à la tête de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP. Vous avez vu qu'il y a une femme qui est à la tête de la Société camerounaise des dépôts pétroliers depuis un certain nombre d'années. Et les résultats sont là. Elle a eu à gérer des crises difficiles. Tout le monde sait les pénuries liées aux difficultés d'approvisionnement du pays en produits pétroliers que notre pays a connu. Et elle, en ce qui la concerne, elle a su gérer avec efficacité ces difficultés. Donc oui, les femmes sont capables, elles le peuvent et elles le montrent chaque jour. Et cela dans tous les domaines et particulièrement dans le secteur de l'énergie. Ce n'est pas le moment de dire la femme peut. La femme fait déjà. Donc elle était déjà là. Elle le faisait et c'est simplement que le documentaire a permis de le mettre en lumière. Mais ce n'est pas avec ça qu'on se rend compte qu'elle peut. Elle le peut depuis la nuit des temps. Dans tous les domaines, particulièrement dans celui de l'énergie. La preuve, vous avez vu depuis qu'il y a une femme à la tête de la SCDP, les résultats sont différents. Je ne dis pas que les prédécesseurs n'ont rien fait, ils ont travaillé. Mais depuis qu'elle est là, il y a une touche particulière. La projection du documentaire Énergie, le temps des femmes a eu lieu le 26 juin 2025 à Douala.
Éducation, où en est le programme Élan Afrique? Ce programme vise à implémenter l'enseignement multilingue dans l'éducation de base. Les experts du programme se sont réunis récemment à Yaoundé pour une évaluation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dès la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux outils d'évaluation pédagogique seront utilisés dans les établissements scolaires, notamment pour l'enseignement des langues maternelles. Le point avec vous, Olivier Bouzique. Dans les écoles primaires et maternelles camerounaises, l'implémentation du programme Élan Afrique produit des résultats. C'est depuis pratiquement 14 ans que ce travail est fait avec pour objectif d'introduire l'enseignement multilingue dans le système éducatif de base. Et ceci de façon progressive, aussi bien sur le plan linguistique que géographique. Actuellement donc, nous disposons, le ministère de l'Éducation de base compte 48 écoles pilotes multilingues, maternelles et primaires. Actuellement, il est utilisé dans le programme 5 langues nationales. Il y a le Wondo qui est la langue pilote. Nous avons le Douala, le Fofulde, le Romala et le Bassa. Cet atelier, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, vise à analyser la situation globale du programme et élaborer des outils d'évaluation en contexte multilingue. Au terme de l'atelier, c'est d'avoir des outils qui ont été complétés, ajustés en fonction justement du retour du terrain, donc du retour des classes, et qu'on ait toute la panoplie des outils qui soient plus ou moins prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Avant cela, il a été produit des livres pour les élèves, des livres également pour les enseignants, des modules de formation initiale et continue pour les enseignants, et tout cela a été mis à disposition par le ministre de l'Éducation de base auprès des 48 écoles. Et donc, ces outils devront être disponibles dès la prochaine année scolaire pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du programme sur le terrain. Floods the city's bustling streets, while the irresistible aroma of roadside delicacies draw hungry revelers. Yet behind each savory bite, questions linger about the hidden risk and cherished traditions that define this vibrant food scene. Crystal Essex-Soler and Landry Yusa report. During the holiday season in the economic capital city of Cameroon, roadside food vending burst into vibrant life, offering locals affordable and flavorful delicacies that fuel festive spirits. Yet, behind the tempting aromas and bustling stalls lies a complex story of opportunity and risk. Many vendors, often women entrepreneurs, rely on street food sales as a vital source of income, using traditional recipes and local source ingredients to attract a loyal clientele. Non. Mes clients sont d'accord pour les repas que je prépare. My clients are happy with the meals I offer because I change my menu every day, including sautéed vegetables, corn couscous, eru, ndole, koki, mashed plantains, and also rice with tomato sauce. Ouais. Donc ils sont contents pour ce que je prépare parce qu'ils mangent comme à la maison. Popular favorites include grilled fish, roasted pork, and spicy snacks that reflect the city's rich culinary heritage. However, the hygienic conditions surrounding these delicacies raise significant public health concerns. Most street vendors operate without formal training in food safety, working under challenging conditions with limited access to clean water, proper waste disposal, and sanitary facilities. My clients don't complain because if you do things well, there will be nothing to say. We have everything here neat, water to wash the food. When we bought the food in the market, we buy arrow, you put inside the pocket, you wash it, so that because there is sand, there is a small insect that they can handle, you wash it well. Before you put it inside, you wash your pot, you put it inside the pot. After that, you put it on the fire.
Vegetable, the same thing. Wash it. Everything here, we wash it before we put it on the pot. When we finish cooking, we start to serve the customers clean. Despite consumers often prioritizing price and taste, many remain unaware of this hidden health hazard. Vendors frequently lack access to running water and toilets, and hand-washing practices are inconsistent, exacerbating contamination risk. Local authorities and international organizations have recognized these challenges and are promoting training programs and hygiene guidelines to improve safety without undermining the socio-economic benefits of street food vending. While roadside food remains a beloved and accessible part of holiday life in the economic capital city, ensuring its safety demands urgent attention. Only through coordinated efforts to raise awareness, improve infrastructure, and support vendor education can this vibrant tradition continue to nourish both the body and the local economy safely. Culture à présent, la célébration de la fête de la musique joue les prolongations sur nos antennes. À Douala, la 43e édition de cette fête a été l'occasion pour les fans de la musique de la célébrer à l'esplanade de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Le concert qui s'est tenu en plein air a donné à entendre et surtout à savourer des genres musicaux assez éclectiques et portés par les artistes de toutes les générations. Henri Ngoué. Quelques gouttes de pluie qui tombent sur la ville et entonnent en chœur la mélodie du réveil en cette journée du samedi 21 juin 2025. Des jeunes artisans réfugiés à l'intérieur de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, pour assurer les finitions du géant photocall qui sera mis à la disposition du public quelques heures plus tard. Voilà les derniers accords avant la rentrée en fanfare de la célébration de la 43e édition de la fête de la musique à l'esplanade de l'IFC ou, si vous voulez, à l'avenue de la Liberté. C'est aux alentours de 18h40 que retentissent les premières notes de musique depuis la grande scène érigée sur cet axe très fréquenté du premier arrondissement de la ville de Douala, au quartier Aqua, qui a d'ailleurs été fermé pour la circonstance. Le podium géant est pris d'assaut par le chœur philharmonique de la communauté urbaine de Douala, qui ouvre la scène avec un hymne à la jeunesse, l'invitant vers les voies de la sagesse. Le temps est donné et par la suite vont se succéder sur le plateau de cette 43e édition de la fête de la musique à l'esplanade de l'IFC, antenne de Douala, des artistes, toutes générations confondues. Des frères de rue qui portent le concept Mboko for Change aux percussions endiablées du Blue Forest, la musique règne en maître et truste les sommets de l'émotion. Le public venu nombreux assister à cette grande célébration n'est pas en reste. Entre you-you, cris de joie et interprétations improvisées, les pas de danse exécutés par les uns et les autres finissent de rajouter les couleurs à ce tableau géant et festif marquant la 43e édition de la fête de la musique. C'est aux alentours de 2h30 que les dernières notes de musique se sont envolées pour regagner en toute liberté les bêches du Vouri en attendant la prochaine édition. Frank Edouard Siga inspires Unisport de Bafang's return to the MTN 81 Championship. Well, the talisman scored this 9th goal of the playoff campaign to see Unisport defeat Atlantique the Kribi 1-0. Details in this report. It was a cracker of a match that saw Unisport of Bafang, the Flambeau de l'Ouest,
punched their ticket back to the Elite One Championship following a 7-year stint in the lower division. In a tense showdown at the Bapele Stadium in Douala this Saturday, they edged out Atlantique SA of Kribi with a crucial 1-0 victory on match day 6 of the Elite 2 playoff up. The decisive strike came from none other than Frank Edouard Siga, who with his 9th goal of the playoff campaign slotted home the winner, sending the Unisport faithful into raptures. This solitary goal was enough to seal the deal and ensure their triumphant return to top-flight football. Unisport now joined the party as the second team to gain promotion following Aigle de la Ménoire, who had already validated their ticket last Wednesday. Despite a minor blip against Aigle, Unisport has had a stellar run showcasing their title credentials throughout the competition. They are now set to close out their playoff campaign with a fixture against Avion next week. Elsewhere on match day 6, Aigle de la Ménoire continued their goal-scoring spree, making light work of Tonnerre with a dominant 5-0 victory. In a local derby that had fans on the edge of their seats, Bathmen emerged victorious, nicking a 1-0 win over Gokutunja in the Northwest Regional Clash. Toujours en sport judo, des médailles pour la team Cameroun engagée actuellement à l'Open africain de judo de Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Dans la catégorie senior dames et messieurs, le premier rang est occupé par le Cameroun avec 10 médailles au total, soit 6 en or, 2 en argent et 2 en bronze à l'issue de cette première phase du tournoi disputée le 26 et 27 juin. Les juniors descendent sur le tatami demain dimanche. Reportage. L'hymne national du Cameroun a résonné 6 fois dans le ciel de l'Afrique du Sud. C'était à l'occasion de l'Open africain de judo de Pretoria. Pour cette compétition qui s'est déroulée les 27 et 25 juin 2025, le Cameroun a engagé 12 athlètes, soit 7 dames et 5 messieurs. Et à l'issue de ce tournoi chez les seniors, la Team Cameroun décroche 6 médailles en or, remportées notamment chez les dames par Fiona Samen-Bongo dans la catégorie de moins de 57 kg, Ornella Biamizita dans la catégorie des moins de 70 kg, Georgie Kemounet dans la catégorie des moins de 78 kg et Anita Sopimbela dans la catégorie des plus de 78 kg. Nous voici rendus au terme de l'Open de Pretoria. L'équipe Cameroun a engagé, nous avons participé et gagné beaucoup de médailles. Et à l'issue de cette compétition, je suis médaillée d'or. C'est une médaille de plus dans ma collection et ça me fait vraiment plaisir parce que ça me motive pour les prochaines échéances qui sont dans le calendrier de la Fédération internationale de judo. Donc le travail va continuer pour pouvoir maintenir le cap et se projeter dans les prochaines Olympiques qui auront lieu de Los Angeles. Chez les hommes, Carlos Ngueya décroche l'or dans la catégorie des moins de 90 kg et Franck Tamazan dans la catégorie des moins de 100 kg. Outre ces 6 médailles d'or, le Cameroun remporte 2 médailles d'argent grâce à Comme Teddy dans la catégorie des moins de 73 kg et Esther Atangana dans la catégorie des plus de 78 kg. Enfin, les dames Baba Matia Marie-Céline et Yohan Jessie Ngaï offrent au Cameroun une médaille de bronze chacune, respectivement dans la catégorie des moins de 52 kg et moins de 81 kg. Ce qui fait au total 10 médailles pour la Team Cameroun, soit 6 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Cette Open africaine de judo de Pretoria se poursuit le dimanche 29 juin dans la catégorie junior. Le Cameroun aligne à cet effet 7 athlètes, 3 dames et 2 messieurs. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir, Oni Ladene. Good night to you, Makadali D, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a blissful weekend in the company of our programs.